bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Et en effet, comme vous le disiez, c'est vrai que si cette exposition, je pense, sur l'île de Pâques a eu lieu au Muséum de Toulouse, c'est en grande partie à cause de Pierre Loti, parce qu'en 1980, il y a eu une vente à Rochefort, qui était la vente en fait de la bru de Pierre Loti, la veuve de son fils unique Samuel. Et dans cette vente, il y avait deux objets de l'île de Pâques et le carnet, le journal de bord que Pierre Loti avait rédigé. Et à cette époque-là, il y a l'expert de la vente qui vit encore, qui s'appelle Jean Boudillon, qui est un très très vieux monsieur, qui avait prévenu Mademoiselle Sudre, qui était conservatrice du muséum. Et la ville de Rochefort, d'ailleurs, curieusement, n'a absolument pas bougé pour acheter quoi que ce soit. Sinon, des choses pas très intéressantes, je trouve, j'en ai hérité. En tout cas, ces pièces de l'île de Pâques et ce merveilleux carnet et le manuscrit de Ramuccio ont été acquis par la ville de Toulouse, le manuscrit de Ramuccio pour la bibliothèque, la médiathèque, et les autres choses par le muséum de Toulouse. Et donc c'est vrai que ce sont des objets, je dirais, fondateurs dans la volonté de faire cette exposition. Et je pense que vous l'avez tous vu, et c'est vrai que Loti a une place relativement importante avec quelque chose sur lequel je reviendrai, qui est la reconstitution de sa cabine. Cette conférence portera à la fois sur l'expérience de ce jeune aspirant de la marine. Il a à l'époque 22 ans et il arrive à l'île de Pâques en janvier 1872. Sa première rencontre avec des populations extra-européennes, lui qui va être un des chantres de l'exotisme littéraire, ça se fait là à l'île de Pâques. Et donc j'évoquerai, si vous voulez, cette rencontre, ce qu'il en a ressenti, ce qu'il en a écrit et ce qu'il en a dessiné, parce qu'il y a deux choses importantes, l'écriture, le dessin. Et c'est vrai que Loti, et vous allez comprendre pourquoi, a été une sorte de passeur, de révélateur de l'existence de l'île de Pâques. Ce jeune homme qui ne connaissait pas du tout l'île de Pâques va avoir l'idée extraordinaire d'envoyer son carnet, en fait, accompagné de dessins, à sa sœur. Et celle-ci va réussir à les faire publier dans une revue extrêmement célèbre qui s'appelait l'Illustration, qui de mémoire, d'ailleurs, je pense, s'arrêtera après la guerre, pour des raisons, pour fait de collaboration, mais ça a été une revue extrêmement lue, et Loti, évidemment, va révéler au grand public l'île de Pâques. Et c'est pour cette raison que je voulais quand même, avant de parler vraiment d'entrer dans le détail de ce qu'avait fait Loti et du rôle qu'il a pu jouer, c'était quand même évoquer peut-être ce qu'on savait de l'île de Pâques antérieurement, justement, à ces publications de Loti. L'île de Pâques, bon, elle est entrevue par Davis au XVIIe siècle. Ensuite, les Hollandais, en 1722, passent aussi. Elle leur doit son nom, justement, d'île de Pâques, puisqu'ils la découvrent le jour de Pâques. Ensuite, on a les Espagnols qui prennent possession. Comme d'habitude avec les Espagnols, n'est-ce pas, on débarque, on dit la messe, on plante des croix, et puis on s'en va. En tout cas, et l'île, évidemment, fait partie de la couronne d'Espagne, mais il n'y a pas du tout de publication. En tout cas, il y a une publication néerlandaise, mais sans illustration, sans image, et cela reste un peu confidentiel. La découverte, je dirais, pour le public savant de l'île de Pâques, c'est quand même grâce, évidemment, toujours au même, à Cook, n'est-ce pas, qui redécouvre en quelque sorte l'île de Pâques où il séjourne du 13 au 17 mars 1774, séjour relativement bref, et qui est publié à Londres en 1777 et qui sera suivi l'année suivante de l'édition française, en 1778 donc. Et je vais vous montrer, en fait, donc c'est une rédaction, la partie sur l'île de Pâques est rédigée par Cook et d'autres personnes, et on a un certain nombre d'illustrations, donc une carte, un homme de l'île de Pâques, une femme, et monument un raout, n'est-ce pas? Donc ces monuments représentés de façon très particulière, j'y reviendrai, et l'édition française est exactement similaire. On n'a pas vraiment de différence dans ces deux éditions.
sinon ce qu'on appelle la lettre. Ce qui est intéressant, c'est que le dessinateur qui s'appelait William Hodges est avant tout un paysagiste, mais il a quand même réussi à saisir les caractéristiques anthropologiques de ces modèles, même si ça a été un peu affadi par le graveur. Malgré tout, nous le verrons dans les minutes qui suivent, souvent c'est un des travers des dessinateurs occidentaux qui représentent les populations extra-européennes, c'est qu'ils ont un mal de chien à se départir du canon classique. Là, avec Hodges, on a quand même des physionomies qui sont assez proches, je dirais, de la réalité de l'anthropologie physique. Donc ça, c'est Cook. Alors, ce qui est très intéressant, vous avez cette gravure qui représente un Haou. C'est une gravure qui est due à un graveur qui s'appelait Woollett et qui est quand même une gravure extrêmement sombre, comme vous le voyez. On a au premier plan un énorme squelette. On est quasiment dans une espèce d'ambiance de ce qu'on appelle le romantisme noir, en fait. Et on a là, en gestation, tout le caractère sombre de cette île qui apparaît, et surtout aussi cette idée qui va saisir les voyageurs dès le début, dès l'escale de Cook, que ce ne sont pas les Pasquans qui ont pu construire ces monuments. C'est soit leurs ancêtres, soit voire même une population différente. Et ça, on a là, dès le début, dès cette première rencontre, on a en gestation toutes les élucubrations ultérieures qu'on voit dans la toute première partie de l'exposition où on fait intervenir les extraterrestres ou des choses absolument extravagantes. Parmi les documents réalisés lors de l'expédition de Cook, un tableau qui est conservé au musée de la Marine à Londres et qui alors là présente quelque chose d'assez différent justement de la gravure de Woollett, j'y reviens vite fait. C'est une vision assez arcadienne en fait de l'île, avec là on retrouve les Haous, n'est-ce pas, avec aussi la thématique du crâne, puisque bon, ces Haous étaient devenus des lieux de sépulture, et on a autour, n'est-ce pas, des Pasquans qui sont appuyés sur des bâtons. Et le grand historien d'art qui a travaillé sur ces productions, c'est un Australien qui s'appelle Bernard Smith, et lui disait que c'était une vision du style Et in Arcadia ego, en fait, quelque chose justement de très pastoral. Bon, pourquoi pas. En tout cas, moi je pense que c'est un excellent exercice de style de la part de William Hodges de rendre je dirais, l'atmosphère de l'île de Pâques. Ça, il excellait à ce genre d'exercice. Et puis ensuite, évidemment, vient l'autre expédition importante, qui est celle de la Pérouse, et qui a lieu... Alors la Pérouse, c'est encore plus bref, hein, c'est le 9 avril 1786. Alors là, on a toujours la même chose, n'est-ce pas? Les cartographies, et puis ces 3 autres documents. Alors, les dessins sont dus à Duché de Vancy, qui a disparu évidemment en 88 comme tout l'équipage, et ont été repris qui sont conservés les dessins aux archives de la Marine à Vincennes. Et là, on a une vision, je pense peut-être parmi la plus célèbre de l'île de Pâques, où l'on voit, n'est-ce pas, les Français qui sont en conversation avec les Rapanouis au pied d'un Haou. Les Rapanouis se laissent aller évidemment à leur exercice favori, c'est-à-dire de voler, n'est-ce pas, de voler les effets des Français. Ça avait complètement navré la Pérouse. On a quand même un côté très bon sauvage quand même, et c'est ce que Bernard Smith, que j'évoquais tout à l'heure, appelle d'un terme assez délicieux, soft primitivisme. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est une œuvre importante qui a beaucoup marqué les gens de l'époque. On pouvait aussi acheter les planches de l'Atlas séparément. Et alors, aussi bien pour les planches de Cook que pour les planches de la Pérouse, elles ont été publiées et, de façon extrêmement importante durant toute la première partie du XIXe siècle, puisque entre le passage de Cook et le passage de la Pérouse, évidemment, il faut attendre les expéditions sur lesquelles je vais revenir, c'est-à-dire l'expédition de la Topaze, enfin, brièvement les 2 expéditions russes et françaises, mais surtout les expéditions de la deuxième moitié du XIXe, pour qu'on ait réellement une connaissance plus approfondie de l'île de Pâques. C'est-à-dire que le Pasquan est en quelque sorte un sauvage de papier. Il n'est plus connu que
ce qu'en ont laissé Cook et Lapérouse. Et alors, dans ces dessins de Lapérouse, il y a quand même celui-ci qui est assez étonnant, qui est une planche de Bernizet, qui était un ingénieur, et qui s'appelle Détails géométriques des monuments de l'île de Pâques, et qui est une véritable planche d'archéologie, comme vous pouvez le voir. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça laisse évidemment la trace de ces grandes maisons en forme de pirogue retournée, avec le montage évidemment de la charpente. Et évidemment aussi, on a représenté les haous en plan, en coupe et je dirais de face. Donc là, on a vraiment un document tout à fait intéressant qui est dans la directe lignée de ce qu'avaient pu produire les encyclopédistes quelques décennies antérieurement. Et ces documents, pour peu nombreux qu'ils soient, sont quand même tout à fait intéressants parce que ce sont les seules pièces iconographiques qu'on possède sur l'île de Pâques, la civilisation pasquane, alors qu'elle n'a pas été touchée par les Occidentaux. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe, elle est encore en pleine vitalité. Elle a évolué suite à la catastrophe écologique du XVIIe siècle qui voit une immense déforestation. Ça n'empêche que quand même, elle est encore une civilisation florissante et brillante, ce qui ne sera plus du tout le cas dans ce que pourront témoigner les autres voyages. Alors les autres voyages, qu'est-ce que c'est ? C'est le voyage du Rourik, qui est un voyage russe qui passe à l'île de Pâques en 1816, enfin qui ne fait que passer, parce que les Pasquans à l'époque sont très méfiants, parce qu'il y a eu les premiers raids esclavagistes en quelque sorte, et puis surtout il y a aussi les baleiniers qui commencent à arriver, et les baleiniers sont pas forcément des gens très fréquentables, si je puis dire, et donc les Pasquans sont très très méfiants. Et les gens du Rourik débarquent, ils se font caillasser, et ils repartent. Et pour l'expédition qu'on verra tout à l'heure, l'expédition de Ductitoire, ce sera encore pire, parce que Ductitoire, à bord de la Vénus, n'essaiera même pas d'atterrir, comme on disait. Il se contentera de longer l'île et de faire des relevés de côte. Alors, l'expédition du Rourik, commandée par von Kotzebue, a été publiée par un grand auteur allemand qui s'appelle Adalbert von Chamisso, qui est d'origine française, un grand poète, sans illustration. Celui qui a laissé des illustrations, c'est Louis Corris, qui était un dessinateur et écrivain d'origine allemande, mais qui avait travaillé pour les Russes, qui a séjourné ensuite à Paris et qui a laissé 2 publications. Une première publication qui s'appelait « Voyage pittoresque autour du monde avec des portraits de sauvages », je vous passe le titre, qui a été publié entre 1820 et 1822, avec la collaboration de Cuvier, d'Adalbert von Chamisso que j'ai cité, et de François-Joseph Gall, qui a eu un très grand retentissement auprès des scientifiques, mais qui a eu, je dirais, qui n'a pas connu un retentissement auprès du grand public comme l'avaient eu les expéditions, les images de Cook et de Lapérouse. Et on a là une autre pirogue représentée, une massue et une rame. Et puis on a ce portrait qui est quand même demeuré célèbre, habitant de l'île de Pâques, n'est-ce pas, qui représente un couple. Là, on voit très bien que, je dirais physiquement, on est très inspiré par le canon classique. Et compte tenu du peu de temps que Corris a passé sur l'île, il n'a pas eu le temps de bien représenter les détails du tatouage ou les différents objets. La publication de Corris, qui n'est pas très connue, est tout à fait remarquable pour d'autres îles où là, il a pu prendre le temps de dessiner les choses. Là, on a quelque chose d'assez schématique. Et on aura de même avec l'expédition de la Vénus en février 1838, on aura là aussi des représentations extrêmement schématiques, peut-être encore plus que celles de Corris. Et vous voyez là aussi, avec ces 2 images qui ont été réalisées par Maslow pour celle-ci, et par Ménard pour celle-ci, qui étaient deux élèves officiers de marine, 2 enseignes, eh bien, on a là encore l'influence, n'est-ce pas, du canon classique, et puis des tatouages qui sont à peine
qui sont à peine esquissées pour l'homme, c'est même plutôt des peintures faciales. Et pour la femme, on a vraiment ce tatouage ici qui est juste esquissé, dont du petit oir nous dit que les tatouages féminins ressemblaient à des tabliers. Mais là, on a vraiment des choses qui, je dirais, d'un point de vue de l'exactitude, sont à prendre avec beaucoup de précautions. Mais en tout cas, ce sont les seuls témoignages visuels qu'on ait de l'île de Pâques dans la première moitié du XIXe siècle. Nous allons passer maintenant à une expédition qui est plus proche de celle de Loti. C'est l'expédition de la Topaze qui a lieu en 1860. Le navire va se rendre à l'île de Pâques, navire britannique, pour parachever la cartographie, qui avait été une première fois faite par les Espagnols, que j'évoquais tout à l'heure brièvement, et puis les relevés de côte, etc. Et surtout rapporter deux moailles pour le British Museum. À la différence de l'expédition des expéditions précédentes, je dirais, il y a eu un certain nombre de publications faites au retour de l'expédition de la Topaze, mais ces publications ont été faites dans des revues scientifiques extrêmement pointues et sans illustration. La seule qui est je dirais, fait l'objet d'illustrations, c'est une publication une illustration de Linton Palmer, qui était le chirurgien, et qui a publié ça dans les rapports de la Société littéraire et philosophique de Liverpool. Donc quelque chose de complètement méconnu. Par chance, Palmer a laissé ses dessins au British Museum, où ils sont encore aujourd'hui conservés, et ces dessins avaient été photographiés par un photographe chilien à Valparaiso. Et donc là, je présente un certain nombre des photographies faites de ces dessins de Palmer. Alors on a ici le moai de Lau-Vinapu, qui est un moai bicéphale, et puis on a un certain nombre de représentations de statuettes en bois, d'effigies en bois, de détails. Et puis ici, l'événement majeur de l'expédition, qui est l'enlèvement du moai qui se trouvait, le fameux moai Oa Akananaï. Je n'ai pas forcément un accent pascouan particulièrement bon, mais enfin en tout cas qui est ce moai qui dans l'exposition a fait l'objet d'un moulage extraordinaire, n'est-ce pas? Et l'autre publication, c'est une publication là aussi confidentielle qui a été faite par Colin Dundas, un Écossais, qui a publié ça dans la publication de la Société des antiquaires d'Écosse. Et il a laissé malgré tout il y a deux planches dans son article. Cette planche-ci qui est sans doute la plus remarquable, où on voit le fameux moai que j'évoquais tout à l'heure, et vous retrouvez les gravures qui sont tout à fait remarquablement expliquées dans l'exposition, et puis un certain nombre d'objets typiques de la culture pasquane, un moai Kava Kava ici, un moai Papa, une pagehao, un bâton hua ici, et donc ces objets qui sont en fait qui sont ici photographiés sur le pont de la Topaze de passage au Chili. Et puis un objet beaucoup plus commun, mais en même temps une armature de lance, ça c'est la plus ancienne représentation de ce type d'objet. Quelle était la situation de l'île de Pâques au moment où passe la Topaze? Quand même, il faut peut-être en dire un mot, n'est-ce pas? C'est que la civilisation pasquane, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle était florissante à l'époque de la Pérouse et de Cook, antérieurement, qui est déjà un peu en sursis au début du XIXe siècle, qui en tout cas se renferme sur elle-même, connaît une catastrophe absolue, n'est-ce pas? Puisque en 62-63, des esclavagistes péruviens viennent à l'île de Pâques et emmènent la moitié de la population. Et
1500 personnes à peu près, pour travailler soit dans les latifundia péruviennes, soit dans les terribles mines de guano. L'opinion publique s'en émeut, même si l'île de Pâques c'est très loin malgré tout. Les missionnaires font leur travail et donc un missionnaire catholique finit par rapatrier 6 Pasquans. Le problème, c'est que les Pasquans en question sont atteints de la variole. Et donc, ceux qui étaient restés dans l'île sont complètement décimés par la variole. Et à la fin, il ne reste plus que 500 Pasquans. Mais le grand drame, c'est qu'en fait, toute l'intelligentsia pasquane, c'est-à-dire les aristocrates et les prêtres, ont quasiment disparu lors de cet épouvantable événement. Et c'est ce que va, évidemment, découvrir Pierre Loti en arrivant en 1872. C'est-à-dire que là, la population est estimée à un peu plus d'une centaine de personnes. Il va écrire ce qu'il voit, il va laisser trois versions de son récit, de ce qu'il a vu et vécu à Rapa Nui. La première version, c'est son journal, dont j'ai vu ici un exemplaire qui est en cours de publication, qui donc doit être disponible à la bibliothèque. Il rédige un cahier particulier, c'est celui qu'il transmettra à sa sœur, je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui diffère un peu du journal, mais je reviendrai dessus. Et puis enfin, il y a qui sera publié donc ce cahier dans le journal Illustration en 3 livraisons, 17, 24 et 31 août 1872, assorti de gravures tirées des dessins envoyés par Loti à la même occasion. La version envoyée à l'illustration diffère relativement peu du manuscrit original. Simplement, la famille Loti est une famille protestante et la sœur de Loti, Marie, une bonne quinzaine d'années son aînée, est une parpaillotte farouche. Et donc, elle a complètement supprimé systématiquement ce qui pouvait faire référence aux missionnaires catholiques et à ce qu'ils avaient pu faire de bien. Elle a complètement, ça c'est assez amusant, ça franchement ça devait la hérisser, ce qui fait qu'elle a enlevé ça. Pour le reste, elle est restée relativement fidèle à ce qu'avait pu écrire son frère. Et puis il y a une troisième et dernière version qui est publiée beaucoup plus tard, plus littéraire, revue par Loti, en 1899, dans un recueil de nouvelles c'est un recueil de récits plutôt. Ce récit s'appelle L'île de Pâques et le recueil de nouvelles s'appelle Reflet sur la sombre route. Alors ça, c'est très Loti, parce que je vais y revenir tout de suite. Loti est un personnage qui est marqué par la mort, qui est un personnage souvent assez sombre, et ça, c'est un titre très lotien, comme on dit. Alors, ce texte que j'évoquais de Loti, dont je vous lirai dans 2 minutes certains passages, marque l'entrée en littérature, n'est-ce pas, de ce personnage, qui à l'époque ne s'appelle pas Loti, s'appelle Julien Viaud. Son nom, voilà. Et c'est simplement après son séjour à Tahiti, lors du même voyage, qu'il va prendre ce pseudonyme de Loti, et qui est tiré évidemment de son grand roman qui se passe à Tahiti, Le mariage de Loti, publié en 1880, mais nous n'en sommes pas là, nous sommes 8 ans plus tôt. L'entrée en littérature de Loti, c'est 1872, c'est ces 3 articles publiés dans l'Illustration. Et il montre déjà évidemment un peu ses travers, c'est-à-dire cette vision assez expressionniste, que certains ont considéré un peu mièvre je dirais, des populations extra-européennes ou des pays qu'il a pu visiter. Cette façon n'est-ce pas, de romancer les choses qui a profondément énervé un type comme Ségalen, comme Victor Ségalen, qui lui, avec les immémoriaux, a laissé au début du XXe siècle un récit totalement différent sur le Pacifique, et qui traitait d'ailleurs Loti de proxénète de l'exotisme, c'est vous dire. Mais ça n'empêche qu'en dépit de ces travers stylistiques, les récits de Loti sont quand même extrêmement intéressants dans ce qu'ils rapportent justement sur l'île de Pâques. Et en fait, dès qu'il pose le pied sur le rivage, n'est-ce pas, Julien Viaud se rend compte que la société Rapa Nui est en complète déliquescence, qu'elle est en train de disparaître. Et il nous dit « Tous ces hommes sortaient comme par miracle de petites huttes tellement basses qu'elles semblaient incapables de contenir des êtres humains. Ils agitaient dans l'obscurité matinale leurs lances de silex, leurs pagaies et leurs vieilles idoles. C'était bien là l'île de Pâques, Rapa Nui, telle que je l'avais rêvée. Et ces hommes que je voyais s'agiter d'une manière si étrange étaient les derniers débris de leur race mystérieuse.
je me crus tomber au milieu d'un peuple de fantômes. Alors là, on est complètement chez Loti, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aspect fantomatique, l'aspect sombre, l'aspect finissant, parce que ça, Loti, en fait, est marqué par une chose qui n'est pas si courante que ça à l'époque où on est quand même en pleine époque coloniale, où on parle de l'apport de la civilisation européenne aux autres parties du monde. Lui, il insiste très souvent, pourtant il est officier de marine, donc il pourrait très bien souscrire à ça. Et quelquefois, ça lui arrive quand même. Mais la plupart du temps, il dit textuellement, n'est-ce pas, que l'Occident ravage complètement toutes les autres cultures. Il a une posture tout à fait particulière. Et par exemple, lorsqu'il se rend en excursion au Ranocao, donc le volcan, il nous dit, à propos du massacre perpétré par les Péruviens, ce cratère est une des curiosités de l'île. C'est là que le dernier des rois du pays se réfugiait avec son peuple lors de l'invasion péruvienne. Et c'est là qu'on les a tous massacrés. Les chemins qui y mènent sont remplis d'ossements humains et par-ci par-là de squelettes entiers couchés dans l'herbe. Donc là encore, on a cette espèce de vision extrêmement sombre et surtout qui insiste sur le caractère dramatique de la rencontre entre le monde occidental et les autres civilisations. Et il est extrêmement conscient, n'est-ce pas, de la disparition inéluctable de l'ancienne culture et aussi de la nouvelle attitude qu'ont les 175 Pasquans restés sur l'île. Quand il décrit l'événement fondamental du séjour de la Flore, qui est l'enlèvement de la statue qui se trouve aujourd'hui, enfin de la tête qui se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly, après avoir été dans le hall du musée de l'Homme à Paris, il nous dit « Les 100 hommes de M. Rodolphe se rendent au Morail en bon ordre et au pas. Les clairons sonnant la marche. Ce bruit insolite met les indigènes dans un état indescriptible. Quelle scène au Morail! Les sauvages entraînés par l'exemple se montrent aussi vandales que nous. Au bout d'une heure, tout était bouleversé, les statues brisées, chavirées, et on ne savait pas encore laquelle aurait l'honneur de se voir couper la tête pour aller figurer au Louvre entre les divinités égyptiennes et celles d'Assyrie. À l'époque, évidemment, le musée naval était au Louvre. Les sauvages entremêlaient leur affreuse besogne de danse et de cris qui n'avaient rien d'humain. Mais debout et à l'écart se tenait un vieux chef. La tête hérissée de plumes noires, il contemplait avec tristesse cette scène de destruction. Lui seul, sans doute, avait conservé le respect des choses sacrées. Il pointe toujours quand même quelques Pasquans qui sont comme les gardiens, n'est-ce pas, de l'ancienne culture. C'est-à-dire que visiblement à cette époque-là, il y a une grande partie de la population qui convertit, respecte de moins en moins les traditions et le respect dû à celles-ci. Et puis on a, comme d'habitude, n'est-ce pas, des irréductibles qui sont là et évidemment qui, eux, suscitent l'admiration de Loti. Alors, en revanche, ce qui est intéressant aussi, parce qu'il nous parle de sauvage, ça peut être mal pris comme terme, mais à l'époque de Loti, on est en 72, le terme de sauvage n'est pas vraiment dépréciatif. Hein. C'est, bon, après tout, c'est des gens qui ne sont pas civilisés, donc ce sont des sauvages, même si on peut éprouver des sentiments partagés à leur égard. Et c'est ce que nous montre Loti dans une autre description, quand il nous dit, à propos d'un vieux chef qu'il a fréquenté brièvement pendant son séjour, il a décidément l'air d'un vieux sorcier, sa haute taille, ses grands cheveux, son tatouage et l'habitude qu'il a de s'accroupir comme une bête sauvage lui donnent un air presque terrible. De près, c'est pourtant la figure la plus douce que j'ai jamais vue, avec celle de ses frères, Atamon et Ouguer, qui habitent la case voisine. À côté d'eux, la chefesse paraît hideuse, impossible de voir malpropreté plus grande, jointe à plus d'impudeur. Donc en fait, on voit très bien, n'est-ce pas, comment Loti a des sentiments complètement contradictoires par rapport à cette population qu'il ne connaît pas, en fait, qu'il découvre. Et évidemment, là, il peut être choqué par moments par des pratiques physiques, des postures qui, évidemment, lui sont totalement étrangères. Lui, petit Français de 22 ans, qui découvre, évidemment, cette population polynésienne. Alors, il nous laisse des descriptions tout à fait remarquables, n'est-ce pas, qui sont des descriptions très importantes. Notamment, je ne vais peut-être pas vous la lire complètement, mais par exemple, il va décrire une case. Il va, lui, parmi les autres membres de l'équipage, c'est sans doute celui qui va le plus fréquenter les Pasquans. Et d'ailleurs, l'amiral de Lapin va en être conscient assez rapidement. Et Loti raconte dans son journal
que l'amiral lui demande de dessiner les choses et qui lui demande aussi de collecter des objets pour lui, et d'autres officiers lui feront la même demande. C'est-à-dire qu'il va entretenir des rapports sans doute un peu plus proches que les autres officiers français, ou les autres membres de l'équipage tout simplement. Et par exemple, il nous dit « La case est un ovale dont les axes sont de 2 et de 4 mètres. Elle est bâtie en dos d'âne, haute d'1 mètre 50 centimètres, charpentée en feuilles de palmier et couverte en chaume. Le chef l'habite avec sa femme, ses 2 fils, sa fille, son gendre, son petit-fils. Conjointement avec ces 7 personnes, on y trouve des poules, plusieurs lapins et 7 grands chats à mine allongée, ce qui n'empêche pas les souris d'aller et venir au milieu de nous comme chez elles. Quand l'œil s'est habitué à l'obscurité, on distingue vaguement les objets suspendus aux parois. Ce sont des idoles emmaillotées dans des étuis de paille, comme des bouteilles de champagne, des lances de silex, des pagaies à figure humaine, des coiffures en plumes, des ornements de danse et beaucoup d'ustensiles de formes bizarres, d'usages problématiques qui paraissent tous d'une très grande vieillesse. Toutes les cases du village sont bâties sur le même modèle. C'est la seule description réellement précise qu'on ait d'une case pasquane. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même Loti souscrit à cette théorie, n'est-ce pas, que j'ai évoquée en vous montrant la gravure de Houellette tout à l'heure, le fait que les Pasquins, à un moment donné, ne pouvaient pas forcément être les réalisateurs de ces monuments si étonnants. En tout cas, lui, ce dont il est convaincu, c'est que c'est très ancien. Il nous dit, lorsqu'ils vont au Rano Raraku, il nous dit, entre Vaya et Rano Raraku, la terre est couverte de ruines. Les sentiers sont tracés au milieu d'antiques assises de pierre, d'épaisses murailles, de débris de construction gigantesques. Des terrasses immenses sont disposées le long des falaises. Elles étaient autrefois chargées de statues. On y montait par des gradins semblables à ceux des anciens temples hindous. Tous ces colosses sont renversés aujourd'hui, les jambes en l'air, la face enfouie dans les décombres, les énormes bonnets en lave rouge dont ils étaient coiffés ont roulé loin d'eux. C'est au milieu de ces ruines que les missionnaires découvrirent, il y a quelques années, de petites tablettes en bois couvertes d'hiéroglyphes que personne encore n'a pu déchiffrer. Fascination pour cette île, pour ces réalisations anciennes, et de dire à ça quand même, on a là des monuments extraordinaires. Est-ce que ce sont vraiment les Pasquins d'aujourd'hui qui les ont construits? Est-ce que ce sont leurs anciens? Tout cela est très ancien, et en plus, on a ces fameuses tablettes sur lesquelles je vais revenir, qui rajoutent, si vous voulez, à l'incrédulité des Occidentaux face à ce qu'auraient pu faire cette population en totale décadence. J'en viens au dessin, quand même. Alors, comment Loti dessine-t-il? En fait, Loti se balade avec un carnet de dessin, en fait, et il fait un croquis, comme ça, à la va-vite. Et une fois revenu au navire, voire quelques fois plus tard, il reprend le croquis. C'est-à-dire que là, vous voyez très bien, on a ici la silhouette du chef avec son bâton hua, et là, ici, évidemment, on a le chef, le vieux chef avec son bâton hua, mais donc là, le reste n'a pas été représenté. Ça, c'est la façon de procéder, si vous voulez, de Loti. Il a envoyé 9 dessins à sa sœur, et ces dessins ont servi à illustrer ses articles. Alors, pour la livraison du 17 août, on a une cérémonie religieuse, n'est-ce pas, qui est totalement inventée par Loti. Il est bien évident qu'à l'époque, ce type de choses n'existait absolument plus. Que je vous ai dit que les 175 Pasquins, il y en avait une majorité qui était devenue catholique. Les quelques-uns qui étaient à peu près encore attachés aux anciennes traditions étaient dans leur coin à regarder d'un air totalement apitoyé ce que pouvaient faire les Français. Et donc là, il a fait quelque chose qui est complètement inspiré, si vous voulez, des civilisations antiques. Voilà le dessin original. Quand j'ai pu, j'ai essayé de vous mettre le dessin original en regard. Celui-ci est conservé à Rochefort. Le graveur est resté relativement fidèle au dessin. Là, ici, donc les statues situées sur le versant. Alors là, Loti vraiment joue un rôle important, n'est-ce pas? Parce que l'illustration, c'est lu, mais il y a un lectorat énorme. Et donc là, vraiment, il va populariser en quelque sorte ces fameux moai. Donc là, c'est les moai du Rano Raraku. Ce qui est intéressant, c'est quand même, il est malin parce qu'il nous met un pasquin pour donner l'échelle. Donc là, voilà les dessins. On voit que le graveur est resté là encore très fidèle. Le cratère de Hanokao. Voilà.
La deuxième livraison, celle du 24 août, n'est-ce pas? Un détachement de l'équipage de la Flore renversant les statues de Vailloux pour en rapporter les fragments en France. C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Je ne vous en infligerai pas une deuxième fois la lecture. En tout cas, c'est l'illustration. Donc c'est l'événement majeur du séjour, comme l'avait été pour les Britanniques l'enlèvement du Moai que j'évoquais tout à l'heure. Alors là, on a une scène complètement échevelée. Ça fait même plutôt penser à une scène qui pourrait se passer chez les Amérindiens d'Amérique du Nord. Enfin, c'est quelque chose de... Or, en fait, Loti a fait un dessin beaucoup plus, sans doute beaucoup plus proche de la réalité, où on voit vraiment à la fois les Français et les Rapanouis, à l'aide de cordes, à l'aide de leviers, démonter, casser la statue pour en récupérer la tête, et puis, toujours, dans le coin, n'est-ce pas, les irréductibles. La case du chef, que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. C'est pas par laquelle on rentrait. Alors, ce qui est intéressant pour notre propos, c'est qu'on verra, on avait souvent de part et d'autre des petits personnages en pierre, et il y a un certain nombre de têtes qui ont été rapportées par les Français. Il en existe plusieurs exemplaires dans les collections, et là encore une représentation de chef. Alors, c'est toujours un peu problématique, parce que quand on voit ces dessins et la gravure qui en a été tirée, on se dit où est vraiment la représentation fidèle et où est l'apport d'exotisme supplémentaire qu'il a pu faire. Là, c'est un peu plus compliqué. La tête, qui est vraiment très fidèle à le dessin. Ça, c'est la tête que vous trouvez aujourd'hui dans le hall du musée du Quai Branly. Et enfin, dans la troisième livraison, peut-être la plus remarquable, un certain nombre de représentations. Donc là, vous avez le dessin, là, vous avez le premier dessin. Et ce sont des dessins qui sont extrêmement importants parce qu'il y a très peu de dessins qui représentent. Je vous ai montré tout à l'heure les gravures, les lithographies de Coris et les lithographies du voyage de la Vénus. C'est juste esquissé. Là, on a quand même quelque chose de plus précis. Et hormis, il y a un dessin de Palmer que je ne vous ai pas montré, donc du voyage de la Topaze, qui représente un homme tatoué. Mais c'est vrai que le tatouage, qui est une forme d'art si importante pour les civilisations polynésiennes, et qui malheureusement a disparu avec les porteurs, pour l'île de Pâques, on n'en connaît quasiment pas de représentation. Et donc, une fois que les derniers Pasquans tatoués sont morts, on n'a plus du tout de possibilité de connaître cette forme d'art, n'est-ce pas? Puisque quand même, comme vous le savez sans doute, pour les Occidentaux, le tatouage a longtemps été une pratique dépréciative, on va dire, alors que pour les Polynésiens, comme pour d'autres cultures, d'ailleurs, c'était une pratique qui était réservée aux élites. Il a publié, ses dessins ont été publiés dans Le Monde illustré du 24 août 1872, donc au même moment, un article d'Hippolyte Bou de Charlemont qui s'appelle Les statues colossales de l'île de Pâques, tout simplement, où là, sur la même page, on a repris un certain nombre donc, de dessins de Loti. Et puis, ces mêmes dessins, d'autres ont été utilisés par le contre-amiral de Lapin, n'est-ce pas, qui a rendu évidemment un rapport dans la revue maritime et coloniale de novembre-décembre 1872, donc un peu plus tard, et Lapin, n'est-ce pas, qui avait demandé à Loti de dessiner certaines choses, a utilisé normalement évidemment les dessins du jeune aspirant pour cette publication. Mais ces deux publications-là étaient quand même... Le Monde illustré était extrêmement lu. La revue maritime et coloniale, je dirais par les professionnels, mais un peu moins. Mais quand même, ça fait connaître, si vous voulez, les Moai, ces fameux Moai, au monde occidental. Alors les autres dessins originaux, il a laissé des paysages, et puis encore un très beau portrait de femme tatouée. Mais sans doute que le dessin le plus original qu'il a laissé, c'est celui-ci. Alors là, je vous ai mis la reproduction qui en a été donnée, la photo qui figure
dans l'ouvrage de Stéphane Chauvet, qui a été un des grands spécialistes de l'Océanie de l'entre-deux-guerres, on va dire, L'île de Pâques et ses mystères, qui en dépit de son titre est un ouvrage sérieux. Et donc Chauvet a publié ce dessin. Ce dessin existe encore. Il est en possession de la branche cadette, donc de la famille Lottie. Il est en couleur. Il a été dédicacé à Sarah Bernard, donc grande amie de Pierre Lottie. Et on a une vision, alors là, tout à fait étonnante. On a ces guerriers tatoués, n'est-ce pas, au milieu de moailles renversées, avec évidemment déjà tout à l'heure avec la gravure de Houellette avec Cook, on avait des crânes. Alors là, ici, on n'a pas qu'un seul. Hein. Donc on a toujours cette espèce de côté, là, cette volonté de représenter une population en train de disparaître. Et puis surtout ce goût de Lottie, il faut bien l'évoquer, ce goût de Lottie du corps masculin, après tout, voilà, ça faisait aussi partie du personnage. Mais alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce dessin, en fait, a fait méjuger la valeur du témoignage de Lottie par un confrère, Eric Kjellgren, qui l'a publié lors d'une exposition au Metropolitan Museum de New York en 2001-2002, qui s'appelait Splendid Isolation, sur l'île de Pâques, et où il nous dit... Sa description largement fantaisiste de l'île, un monde de rêve dont les habitants vivent langoureusement, même un peu furtivement, au milieu des ruines d'un passé héroïque, reflète la vision idéalisée des peuples polynésiens qui prévalait à la fin du XIXe. Or, Lottie, justement, a laissé ce dessin, mais ce dessin ne colle pas avec les descriptions qu'il a pu laisser, justement, ailleurs de son bref séjour dans l'île de Pâques. Donc, il faut se méfier, si vous voulez, d'une interprétation trop rapide d'un document iconographique, mais ça, c'est un truisme. Et puis, surtout, alors là, c'est beaucoup plus intéressant, il a été sans doute un des premiers à s'intéresser justement à ces bois parlants, au rongo-rongo, et il a laissé, alors là, c'est pas vraiment une œuvre de création, hein, c'est un estampage, ce qu'on appelle. Il a laissé 3 estampages d'une des plus... elle est ici, je crois, dans l'exposition, d'une des plus célèbres, la tablette Mamari. Et donc là, on voit que Lottie, quand même, s'intéresse à tous les aspects de la culture pasquale. Il a même laissé deux essais de hiéroglyphes. Il s'est exercé à représenter justement les hiéroglyphes en utilisant, il avait quand même bien pigé le truc, en utilisant le système, n'est-ce pas, de lecture en boustrophédon, c'est-à-dire on retourne la plaquette pour la lire, pour se servir des signes comme moyen mnémotechnique, hein, c'est plutôt ça l'histoire. Et il a laissé une dernière version de cette chose ici, dans l'île de Pâques, dans Reflet sur la sombre route en 1899. Donc là, il fait vraiment figure un peu de pionnier, avec des panneaux Jossène, l'évêque catholique, sur l'intérêt porté par un occidental sur cet autre mystère, mais qui n'en est pas un, de l'île de Pâques. Pour faire une comparaison, si vous voulez, avec les dessins de Lottie, j'ai choisi de vous montrer une publication de peu postérieure qui a été le fait d'Alphonse Pinard. Alphonse Pinard, alors personnage absolument étonnant, américaniste, qui a beaucoup voyagé au Mexique et en Amérique du Sud, mais surtout aussi qui a voyagé à bord du Seignelay, qui était sous le commandement de l'amiral Aube, et qui est resté à bord du Seignelay, et qui était à bord du Seignelay lorsque le Seignelay est allé à l'île de Pâques en 1877. À l'époque, les choses se sont encore dégradées. Dutroux-Bornier, le colon que j'évoquais tout à l'heure, est mort. Et c'est son épouse, en fait, la reine Coretto, qui fait figure, en fait, de reine, je dirais de reine de pacotille, de reine d'opérette de l'île de Pâques. Elle a 2 filles, deux petites filles, et dont l'aînée est considérée comme la dauphine, en fait, comme l'héritière. Et Pinard va laisser un texte assez intéressant, malgré tout, sur l'île de Pâques. Mais alors là, je dirais que la situation s'est encore aggravée, et il va laisser, comme Lottie, un certain nombre de dessins dont on n'a pas retrouvé les originaux. Et je vous les montre. Et vous voyez quand même la différence de traitement quand on voit la représentation
des moaïs laissés par Pinard comparés à ceux laissés par Loti. Ça, vous connaissez tous, je pense, c'est la fameuse cabine, qui pour moi est une sorte de crève-cœur, parce que j'aurais tellement aimé que la ville de Rochefort achète ces deux documents plutôt que ça vienne chez vous à Toulouse, tant mieux pour les Toulousains et tant mieux pour le muséum, si je puis dire, et qui nous montre évidemment cette cabine où Loti avait présenté un certain nombre des objets. On a ici un bâton Hao, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, une figuration d'homme-oiseau qui se trouve aujourd'hui à la Menil Foundation à Houston, une lance Mata qui est à Rochefort, et puis sur l'autre, alors on a la pagaie qui se trouve au musée ici au musée de Toulouse, qui a été rachetée en 1980, une statue qui a été rachetée, une statuette qui a été rachetée en 1929, mais je vais y revenir, par Tzara, un grand Rémiro, un pendentif en forme de croissant qui a été ensuite dans la collection d'André Breton et qui se trouve aujourd'hui à Beaubourg, et une couronne en plume de coq qui a été à Rochefort et qui a disparu depuis. Et donc voilà Loti dans le bureau de son frère. Alors là, c'est assez tardif hein, comme photo. On est en 1892. Il y a un photographe qui s'appelait Dornac, qui publiait une série qui s'appelait Nos contemporains chez eux. Et il allait chercher les gens célèbres. Loti avait été élu à l'Académie française en 1891, à 41 ans, ce qui en faisait le plus jeune académicien, et il avait même été élu contre Zola. Donc c'est vous dire, c'était vraiment un personnage extrêmement important, et alors Loti avait un ego surdimensionné, et ce qui fait que le nombre de photos qu'on a de Loti en officier de marine, en bédouin, enfin tout ce qu'on veut, même quasiment nu, et là il échappe pas à la règle, il est représenté dans une pièce, mais une pièce qui est très importante pour lui, parce qu'en fait, cette pièce, c'est l'ancien bureau de son frère Gustave, dont je n'ai pas parlé. Gustave Viau était de 10 ans plus âgé que Loti, et il avait fait carrière comme médecin de marine. Et il avait été médecin à Tahiti en 1862, et il avait rapporté à son frère un certain nombre d'objets, parmi lesquels ces colliers en nacre des Tuamotu. Il y en a un qui existe encore au Muséum de La Rochelle. Et c'est lui qui a donné à Loti le goût justement du Pacifique. En fait, Loti a vraiment été marqué par les récits de son frère, par les cadeaux qu'il a pu recevoir de son frère. Et son frère décède tragiquement lorsque Loti a 15 ans. Et Loti va un peu sacraliser le bureau de son frère. Et lorsqu'il revient à Rochefort en 1872 de son voyage de la Flore, il se contente de réaménager cette pièce en accrochant ce qu'il avait accroché dans sa cabine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important pour ceux qui connaissent peut-être la maison de Pierre Loti, qui est très célèbre pour ses décors exotiques, notamment ses décors orientalisants, la mosquée, le salon turc, etc. Autrefois, il y avait une pagode japonaise, une salle chinoise. Et là, en fait, c'est ce qu'il appelle la chambre polynésienne, où il va accrocher justement ces objets de l'île de Pâques. Si vous regardez bien ici, vous avez une tête et une deuxième tête en pierre de l'île de Pâques. Ici, alors il faut me croire, vous avez le grand Rémiro qu'on a vu tout à l'heure dans la cabine. Et puis, si je passe à l'autre photo, on a ici le Moa Cavacava, la statue aux côtes décharnées avec le plumet. Alors tout ça, évidemment, est très mélangé parce que l'état initial de cette chambre polynésienne va changer. Loti est un accumulateur. Et au cours de ses voyages, il va d'abord, en 1973, y mettre des objets sénégalais, et puis ensuite, il va y mettre beaucoup d'objets japonais, et surtout les nombreuses photos de ses admiratrices. Et même ce grand masque kanak, en fait, qui lui a été offert par une de ses maîtresses. En 29, Loti meurt en 23. En 29, son fils décide de vendre la collection de son père
enfin, certaines collections de son père. Il vend le contenu de la pagode chinoise, de la salle chinoise et les objets du Pacifique. Et il va vendre justement donc, un certain nombre d'objets de l'île de Pâques, parmi lesquels ce superbe Rei Miro, qui a été acheté initialement par la comtesse de Béhague, Marie-Paul de Béhague, qui était une aristocrate richissime, qui collectionnait à la fois les antiquités gréco-romaines, les antiquités byzantines, fragonard et aussi les objets africains et océaniens. Elle était assez en avance sur son temps. En tout cas, elle était très éclectique dans ses goûts, et donc elle a acheté ce Rei Miro, et ensuite il est passé dans la collection Breton. Alors, et Breton a cette même vente, mais il a acheté un objet marquisien. Ce qui est amusant, c'est que André Breton détestait Loti. Il ne supportait pas ni le personnage ni sa littérature. Pour lui, évidemment, qui se positionnait comme étant à l'avant-garde de l'intelligentsia littéraire française, lorsque Loti meurt, il le traite d'idiot. Il a vraiment un mépris total pour Loti l'homme et Loti l'écrivain, mais en revanche, il est là pour acheter et après pour récupérer des œuvres qui ont appartenu à l'écrivain. Autre objet que vous connaissez, puisqu'il est aujourd'hui ici, n'est-ce pas? C'est le deuxième Rei Miro de la vente. Mais là, comme il n'avait pas fait, semble-t-il, assez cher, Samuel, le fils de Loti, l'avait retiré, et c'est comme ça qu'il est arrivé chez sa veuve, et qu'ensuite il est passé à Toulouse. Ensuite, cet objet ici, qui est au Muséum de La Rochelle, qui est une tête en pierre. Il y en avait deux dans la vente. L'autre, a priori, est à Newcastle, au Royaume-Uni. Celle-ci, qui avait été achetée par un célèbre marchand d'objets d'art nègre, comme on disait à l'époque, qui était Ernest Hacher, qui était boulevard du Montparnasse, et a fini par atterrir au muséum de La Rochelle. Cet homme-oiseau, Tangata Manu, qui lui a été acheté par Raton, qui a été un des grands marchands parisiens du XXe siècle et qui aujourd'hui se trouve à la Menil Foundation à Houston. Cet objet que vous avez vu à la fois dans le bureau, à la fois dans la cabine, et qui lui a été acheté par Tzara et qui est aujourd'hui en main privée. Et enfin, donc pas enfin d'ailleurs, ce Moai Tangata qui a appartenu qui a été acheté par Paul Chadourne, qui est pas très connu, mais qui était un des premiers surréalistes, hein, un grand ami de Breton et de Tzara, qui ensuite est passé dans la collection de Tzara et ensuite aujourd'hui est en main privée. Celui-ci qui a été acheté par le même Chadourne et qui ensuite était chez Breton, qui a été racheté par Breton, et qui figurait, on a une photo de Breton où là vraiment cette statuette est sur son bureau à côté de lui, il y tenait extrêmement, il est passé aussi en collection privée, lui est passé à la vente Breton après le décès d'André Breton. Et puis la pagaie de Toulouse que j'ai évoquée tout à l'heure. J'ai mis c'est présenté dans l'exposition, je trouvais ça intéressant de le mettre, parce que c'est typiquement le genre d'objet que fabriquaient les Pascons au 19e. C'est-à-dire que là, on sait sculpter, mais plus vraiment, et on produit ce genre de... Là, on est vraiment limite... vous avez tous vu, je pense, l'exposition, vous avez des statuettes de ce type qui sont absolument exceptionnelles, d'une finesse. Là, on a vraiment une forme d'art complètement décadent. L'armature du Mata de Rochefort, le pendentif en forme, alors on dit pendentif en forme de noix de coco, mais ça c'est un Tahonga qui est toujours à Rochefort. Alors on va pas revenir en arrière, on le distinguait vaguement dans le bureau. Ça, la famille ne l'a pas vendu. Et puis ces deux petites choses qui sont des ornements d'oreilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque la cabine a été reconstituée ici à Toulouse, vous verrez quand vous entrez dans la cabine, immédiatement accroché sur la droite, vous avez deux pendentifs comme ça. Et Fabien Lati a
dit ça doit être ces deux pendants d'oreilles, pourquoi pas, ça peut être ça, c'est pas évident. Hein. Et ceux-là, en fait, on les a retrouvés en mai dernier. En fait, ils étaient restés dans une boîte depuis la mort de Loti, et c'est un de mes collègues à un moment donné qui me dit bah, tiens, j'ai trouvé ça. Et en fait, évidemment, quand j'ai vu ces deux objets, je me suis dit ça me rappelle quelque chose. Et évidemment, un autre chef m'emmène dans sa case, perché solitairement dans un creux de rocher, désirant se procurer une boîte d'allumettes suédoise qu'il avait vue en ma possession. Il me propose de l'échanger contre des boucles d'oreilles en épines dorsales de requin, ce que j'accepte très volontiers. Donc voilà, on a le témoignage. Et donc là, c'est des objets qui ne sont pas très courants. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je suis désolé, c'était sans doute un peu décousu, mais c'est vrai que Loti est un personnage assez difficile à cerner. Simplement, ce qui est quand même intéressant, et je terminerai quand même justement là, c'est que les dessins de Loti ont nourri l'imaginaire du grand public, je dirais, européen. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces dessins, et puis aussi ces objets qu'on vient de voir brièvement, ont impressionné et ont été appréciés par les surréalistes qui avaient un mépris total pour sa création littéraire. Je dirais que l'importance de Loti, c'est le témoignage qu'il leur a laissé, qui est un témoignage important historiquement. Et puis surtout, moi je le considère en tout cas, c'est pas parce que je conserve sa maison, mais comme une espèce de passeur, si vous voulez. Ça a été un de ceux qui a vraiment fait connaître l'île de Pâques au reste du monde. Et à ce titre-là, il est très important dans l'histoire justement du rapport au Pacifique et de la transmission des cultures extra-européennes à l'Occident. Voilà. Bonsoir. Merci, c'était très intéressant. Et en particulier que vous ayez montré les croquis de M. Loti et les gravures. Une chose m'a frappé, est-ce que c'est une impression de ma part, ou en fait, est-ce que le graveur avait tendance à grandir les moaïs en mettant à côté un personnage qui était encore plus petit, qu'il y en avait très peu, mais quelquefois il y avait un personnage sur le croquis de Loti qui n'était pas si petit que ça. Et est-ce que ça n'a pas, effectivement, donné dans l'imaginaire collectif cette idée que les moaïs, c'est des choses gigantesques, alors qu'en fait, les moaïs qui sont à Tongaliki, etc., sont pas si grands que ça, et que ceux qui sont gigantesques sont ceux qui sont à Ranoraraku et qui sont restés horizontaux, etc. Enfin, bon, oui, non, mais j'ai fait référence à un moment donné à la liberté que prenaient certains graveurs avec les dessins originaux. Bon, il s'avère que je travaille sur les atlas de voyage du 19e siècle, les atlas français laissés par les expéditions, l'Uranie, l'Astrolabe et la Zélée, la Coquille. Enfin, bon, et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment les dessins originaux sont souvent je dirais des documents d'une importance capitale en archéologie visuelle de ces cultures qui disparaissaient à l'époque, et comment les graveurs justement prennent des libertés complètes et déforment les choses parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quand le dessinateur n'est pas là pour leur expliquer. Et là, on peut imaginer que le graveur, en effet, a changé l'échelle pour donner une dimension plus importante au Moa. Et ça, c'est pas du tout exclu. Oui, bonsoir. Donc, il avait à peu près 22 ans quand il a relaté son séjour à l'île de Pâques. Absolument. Mais lors de ce voyage, il a dû s'arrêter dans d'autres îles aussi. Est-ce qu'il a fait des relations ? Je l'ai évoqué brièvement. C'est-à-dire qu'en fait, ce voyage est un voyage initiatique pour lui, le voyage de la flore. C'est-à-dire qu'il va se rendre d'abord à l'île de Pâques, ensuite aux Marquises. Où il va rencontrer un personnage très étonnant, Anukuiva, qui est la reine Vaekeu, qui est une reine littéraire, puisque la même reine sera rencontrée quelques années plus tard par Stevenson, qui en parle dans son ouvrage Dans les mers du Sud. Et ensuite, il va se rendre à Tahiti, où là, en fait, il va, si je puis dire, marcher sur les traces de son frère aîné, donc décédé, qui a vécu à Tahiti, et ça va être la source de son roman, Le mariage de Loti, qui est une fiction où il met en scène un officier qui cherche justement l'enfant, le fils de son frère disparu. Et il va dans ce roman, le mariage de Loti, il va laisser une description tout à fait particulière de Tahiti. Moi, je pense assez intéressante justement de Tahiti à cette époque-là, et puis aussi des marquises. Sur les marquises, il y passe tellement brièvement qu'en fait,
il n'en dit pas grand-chose. Sur Tahiti, c'est très différent. Et aussi, son escale aux Marquises et son escale à Tahiti vont faire l'objet de publications dans l'illustration. C'est-à-dire que les publications de l'illustration ne se limitent pas à la seule île de Pâques.